Modern Boss Club. Modern Boss Club. Coucou et bienvenue dans The Modern Boss Club, le podcast qui parle d'audace, mais aussi et surtout de courage et de résilience. Dans cet épisode, nous accueillons Camille Hulens, une jeune femme qui a 23 ans, a dû faire face à un cancer du sein. À travers son histoire, Camille nous raconte comment elle a surmonté cette épreuve difficile, transformant ce combat en une véritable leçon de vie. Elle partage son parcours de guérison, l'impact de cette expérience sur son quotidien et la force mentale qu'elle a développée pour se relever. Son témoignage est une source d'inspiration et un message puissant d'espoir et de résilience. Salut Camille. Salut Lisa. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mais c'est avec plaisir, je suis très contente d'être là. Le podcast de Modern Boss Club peut sembler a priori uniquement réservé au business, mais selon moi, il fait plutôt référence à la résilience. Et ça fait quelques années que je suis tombée sur ton profil Instagram et j'ai découvert, je te connaissais de vue, et j'ai découvert ton parcours. Et je me suis dit quand même, c'est costaud. Et avant, en fait, l'idée du podcast me taraude dans la tête depuis plusieurs années. Et dès que j'ai vu ton profil, je me suis dit, dès que je fais un podcast, c'est sûr et certain, je dois l'interviewer. Donc, nous voici, il a fallu quelques temps, mais voilà, bienvenue dans le podcast. Merci beaucoup. Camille, comment te définissent tes amis ou ta famille, tes proches, de manière générale? Il faudrait peut-être leur demander. C'est toujours difficile de parler à leur place, mais j'y pense que je suis quelqu'un d'assez solaire, assez positif aussi. C'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien voir toujours le bon côté des choses. Je suis pas quelqu'un qui va râler souvent ou j'aime bien voir le côté positif dans chaque situation et j'ai quand même mon caractère. Mais voilà, j'aime bien aussi que toutes les choses se passent le mieux possible. Et donc voilà, je suis pas le genre de personne qui va créer des problèmes. Et c'est vrai que j'aime apporter beaucoup de positif dans la vie. Je pense que c'est une belle phrase pour me résumer. Alors, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. C'est un sujet délicat, je trouve, la maladie. Donc, si je dis un truc qui te convient pas, parce que je réfléchis beaucoup aux mots que je vais employer, tu me le dis. Ouais, pas de souci. Ça va ? Ouais. Alors, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu ce qui t'est arrivé. Je n'ai pas les dates parce que j'ai cherché des articles sur Internet. Il y en avait un, notamment dans la province, mais qui donnait pas beaucoup d'informations. J'ai vu 1er octobre, 18 octobre. Le tout début, c'est le 1er octobre 2021. Je prends simplement une douche. J'étais en congé ce jour-là, vraiment, voilà, grasse matinée. Et en prenant ma douche, simplement en me savonnant, en fait, je sens sur le dessus de mon sein droit une petite boule, vraiment comme une petite bille. Et directement, je sens que c'est pas quelque chose de normal. Je suis inquiète dès que ma main passe sur mon sein. Ton instinct se réveille à ce moment-là. Après, il faut savoir que dans ma famille, il y a eu des cancers du sein. Donc, je savais depuis 3-4 ans avant ça, à mes 18 ans, j'ai su que j'étais porteuse d'un gène, le gène BRCA1, qui est présent dans de nombreuses familles. Et donc, en fait, dès qu'il y a quelques personnes touchées par le cancer, les médecins conseillent de faire ce test. Moi, j'ai malheureusement perdu ma tante d'un cancer du sein il y a plus de 10 ans. Mon grand-père d'un cancer de la prostate il y a ici quelques années, 8 ans. Et donc, on s'est rendu compte que tout était lié. Donc, j'avais cette chance, on va dire, d'être suivie par rapport à ça. Mais bon, voilà, en 2021, j'ai 23 ans. Je suis suivie depuis quelques années. Je vois une scénologue, donc une spécialiste des seins, une fois par an. Donc, quelque chose de tout à fait classique quand on est dans ce cas de figure-là. On va au rendez-vous, je parle avec la scénologue, elle me fait une petite écho. Rien de très compliqué à faire. Et en fait, ce jour-là, je sens la boule et donc directement, j'habitais encore chez mes parents à ce moment-là. Et j'en parle avec ma maman et elle me dit, mais t'inquiète pas, je laisse passer un petit peu le week-end, mais toujours avec cette boule qui est là, qui bouge pas, j'ose même pas la toucher. Et donc le lundi, je décide d'appeler la secrétaire de cette scénologue. Et en fait, à partir de ce moment-là, tout s'enchaîne vraiment très vite parce qu'elle m'intercale directement un rendez-vous, parce qu'elle sait que mon profil est important vu que je suis à risque. Et donc je fais une échographie le jeudi qui suit et à partir de là en fait tout s'enchaîne parce que on fait une ponction, on se rend compte que y a du pus qui sort de mon sein, enfin tout s'enchaîne très vite, IRM, biopsie, donc on m'enfonce une dizaine d'aiguilles dans le sein pour aller chercher les tissus pour analyser, des examens parfois douloureux, mon sein est un peu malmené dans tous les sens et puis le 18 octobre 2021 on m'annonce que là c'est un cancer du sein triple négatif, donc une forme assez agressive.
ma grande chance, c'est que je l'ai senti directement. Ça, les médecins m'ont beaucoup répété, ils me félicitaient. Donc, on m'a annoncé mon cancer et puis on me félicitait de l'avoir détecté. Beaucoup de médecins se tombent un peu des nues en se disant, mais vous avez 23 ans, c'est incroyable. Moi, je suis là, je peux que constater de toute façon. Donc voilà, après l'annonce, ben, ici, j'en parle avec beaucoup de recul parce que ça fait 3 ans et que je vais beaucoup mieux. Mais l'annonce à 23 ans, quand on t'annonce ça, c'est tout à fait, enfin, c'est tout à fait surréaliste. J'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte de ce qui se passait. Mais d'un autre côté, il fallait aller très vite. Parce que dès le lendemain, je voyais les médecins, mon enfin, donc c'est la spécialiste des seins qui m'annonce que j'ai un cancer. Le lendemain, j'ai rendez-vous avec ma gynécologue. Et là, tout s'enchaîne. Il faut faire tous les examens de base, cardiologie, etc., pour voir comment je suis, mon état de santé actuellement. Parce que tout le monde me disait, vous êtes en très bonne santé. J'ai juste une tumeur dans le sein, mais sinon, j'étais en bonne santé. Et puis, ben, avec les traitements, ma santé s'est dégradée, quoi. Et donc, très vite, on m'apprend aussi que que je dois passer par des chimiothérapies pour commencer. Alors que moi, je pensais simplement qu'on allait m'enlever cette boule. Je me dis: «Bah, il y a un problème, on l'enlève». Bah, c'était beaucoup trop dangereux, donc il fallait pas du tout aller opérer et donc bah, des chimiothérapies, tout ce que ça implique, beh, voilà, on voit directement, chimiothérapie, on voit directement le crâne, rasé, enfin tout ce genre de choses, tout s'enchaîne. Et donc je me retrouve aussi à faire des choix très importants. Beh, déjà savoir dans quel hôpital je vais être suivie, par quel médecin. La scénologue qui m'a annoncé mon cancer a fait ça vraiment très, très bien. C'est un peu bizarre de dire ça, mais elle a été vraiment très, très, douce, humaine, elle a vraiment, elle m'a dit que c'était important que je choisisse bien mes médecins, que c'était ma santé, ma vie. Et donc, ben voilà, j'ai choisi d'être suivie à l'Institut Jules Bordet à Bruxelles, où c'est vraiment un hôpital, une institution vraiment, dédiée uniquement, au cancer. Donc vraiment, spécialisée en oncologie et donc j'ai vraiment été très bien pris en charge et c'est vrai par exemple, enfin c'est anecdotique, mais avant de commencer les traitements, j'ai dû passer par, un prélèvement d'ovocytes parce qu'on m'a dit: «Beh voilà, on ne sait pas où ça va vous mener tout ça, et si un jour vous voulez avoir des enfants, il faut absolument, faire le prélèvement d'ovocytes» et moi j'étais dans un monde que je maîtrisais pas du tout. À 23 ans, célibataire, est-ce que je vais avoir des enfants? C'était une question que je m'étais jamais réellement posée. Donc, je me suis retrouvée dans des salles d'attente avec des femmes qui voulaient être enceintes. Enfin, psychologiquement, ça a été un déluge pendant 2-3 semaines et très vite, il a fallu commencer les traitements avec, la chimiothérapie. Et justement, donc on est le 18 octobre, t'apprends, t'es dans le cabinet avec ta maman, je Mmh. pense, Oui, tout à fait. t'apprends la nouvelle. Quelle est la première pensée qui te traverse l'esprit? Ben je sais même plus parce que je pense que c'est le vide, je pense. Au moment où la scénologue me l'annonce, j'ai le sentiment d'étouffer parce que en plus c'était, 2021 donc on avait encore les Ouais. masques dans les hôpitaux et cetera et donc je sens que j'ai du mal à respirer, je me mets à pleurer, c'est tout ce qui sort de moi, on va dire et donc je pleure donc j'ai un sentiment désagréable de masque mouillé et cetera. Enfin, j'ai ma maman qui me tient la main à côté, j'ose même pas relever la tête pour la regarder. Je me dis: «Ça va je vais pas savoir la regarder, ça va pas être possible» et je sens la scénologue qui me tient elle me tient la jambe comme si, enfin, sa vie en dépendait. Pour me montrer qu'elle est là et il y a beaucoup de silence, elle me donne beaucoup de conseils et c'est véritablement quand je me relève parce qu'en fait, quand je suis arrivée dans la salle d'examen, moi, j'enlève mon haut, j'enlève mon soutien-gorge parce que j'avais tellement été habituée à faire des examens en l'espace de quelques jours. Je me dis: «Bon, on va encore me chipoter les seins» et voilà et en fait, non, là, enfin, pendant tout le long, j'étais les seins nus, mais elle m'explique tout ce qui va se passer, elle m'annonce que j'ai un cancer. Donc après, je me relève pour m'habiller. Je sais pas à quelle force je me relève parce que j'ai plus aucune force et là, je me réalise et enfin, je réalise, non, pas encore vraiment, mais je me dis: «OK», enfin, je suis en train d'essayer de réaliser et là, je pense à mes proches, en fait. Je pense à mon papa qui était resté à la maison, à mon frère, à ma sœur, à tous mes amis qui attendent des nouvelles, à qui j'avais dit qu'il y avait un problème et je pense que ma première pensée, elle va à ma famille et à mes proches. Et comment tu leur annonces à tes très, très proches? Le soir même, bah, déjà on est à peine sortis de l'hôpital, avec ma maman et elle me dit: «Il faut que j'appelle papa». Je dis: «Oui, vas-y, mais fais-le, moi je n'arriverai pas» et là, j'entends ma maman dire, «Camille a un cancer» et là, ça me fait réaliser aussi, je me dis: «Waouh!» Le mot cancer, il fait très, très peur, hein, donc l'entendre une deuxième fois parce que la scénologue n'avait pas dit le mot cancer, elle avait dit: «Cellule anormale, cellule» et puis elle a dit: «Cellule cancéreuse» et je me souviens avoir dit bêtement avec ma voix qui tremblait: «Donc c'est un cancer?» et là, toutes les 2, ma maman et le médecin: «Oui» et moi j'étais là, donc le mot cancer, j'ai du mal à l'entendre encore à ce moment-là.
Mais très vite, dans la voiture, vers la maison, heureusement l'hôpital était vraiment pas loin de chez mes parents, je dis à ma maman: «Il faut le dire à tout le monde, il faut le dire à tout le monde». En plus, dans ma famille, il y a la particularité qu'on a perdu quand même la sœur de mon papa de ce cancer-là. Je me dis: «Je veux pas faire de tabou, je veux que tout le monde soit au courant aujourd'hui». Donc je rentre à la maison, mon frère est là, donc il est au courant via mon papa. J'appelle ma sœur dans la voiture aussi, enfin et en fait, cette soirée-là, je préviens toute ma famille, mes grands-parents, on a été chez eux jusque chez eux leur dire. Mon papa appelle ses frères, il dit de prévenir, ses frères et sœurs et il dit de prévenir leurs enfants, donc mes cousins et cousines. J'arrive à appeler certaines personnes, hein, mon parrain, enfin, mes meilleurs amis, mais c'est une énergie dingue parce que toi-même, t'as pas encore, compris ce qui t'arrivait et que tu dois l'expliquer à tout le monde Ouais. avec plein d'incertitudes parce qu'à ce moment-là, on m'a juste dit que j'ai un cancer. Je sais même pas ce qui va m'arriver le lendemain, je sais même pas que c'est quand même un traitement lourd avec des chimiothérapies, une opération et cetera. Donc mais directement, je me dis: «Je veux pas en faire un tabou, je veux pas que les gens soient mal à l'aise avec ça, il faut que je le dise à tout le monde, quoi» et c'est là que je commence déjà à me battre finalement sans même avoir commencé aucun traitement. C'est simplement en parlant. Est-ce que tu veux justement ne pas en faire un tabou pour avoir du soutien ou alors juste pour te dire: «Voilà, une fois que c'est dit et mon travail est fait à ce de ce côté-là»? Mais je sais pas vraiment, je pense que c'était naturel de le dire. J'ai pas forcément réfléchi aux conséquences, on va dire, mais c'était plus pour, je reste moi-même et j'ai toujours été comme ça de toute façon. Je suis du genre à parler de ma vie à mes proches et la plupart savaient que je suivais des examens et que ça n'allait pas trop donc j'avais besoin de ça et puis derrière, je pense que c'est parce que j'avais besoin aussi d'avoir le soutien de tout le monde. Mais dans un premier temps, c'est pas pour ça que je le fais, je crois. Il se passe combien de temps entre ce moment-là et le début des traitements? Donc ça, on est le 18 octobre. La première chimio, je pense que c'est, début novembre, j'ai plus la date en tête, ou 10 novembre, 11 novembre, je sais plus exactement. Donc un petit mois, en Ouais, fait. un petit mois. Mais entre-temps, il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, le prélèvement d'ovocytes. Ouais. Donc ça, il faut faire des injections, il faut faire, des échos tous les X, voir à quel moment, c'est le meilleur moment pour aller chercher les ovocytes. Donc j'ai ce suivi-là qui m'énerve vraiment parce que je me dis: «On est en train de regarder pour aller me prélever des ovocytes pour que plus tard je puisse avoir des enfants, alors que j'ai un cancer et qu'il faut me sauver la vie là». Donc j'ai beaucoup de mal à vivre cette transition où j'attends juste de faire la première chimio, quoi. Moi, je veux juste commencer ces traitements et voir Mais, ce qui va m'arriver, le prélèvement d'ovocytes retarde la chimio? Non, C'est la procédure normale? ils m'ont dit: «Il faut pas traîner». On pouvait ne pas commencer immédiatement les chimios. Maintenant, il fallait pas attendre 3 mois non plus. Ouais, OK. Mais pour eux, c'était, dans le protocole, quoi. C'était important que je le fasse comme ça et Sur le moment qu'on te prélève tes ovocytes, du coup, tu es un peu forcée de te questionner sur, une thématique, qui t'avait pas intéressée jusqu'alors vu que très jeune. mmh Tu penses à quoi à ce moment-là? Comment tu perçois le fait d'avoir des enfants? Est-ce que ça devient limite plus, réel pour toi? À ce moment-là, non. Au fur et à mesure de mes traitements, là, je me rends compte de beaucoup de choses et donc là, je me rends compte que, ouais, en fait, c'était bien de le faire, ce prélèvement d'ovocytes. Mais à ce moment-là, non, je suis pas du tout dans l'optique des enfants, enfin, j'y pense pas et la manière aussi dont c'est amené, j'ai eu d'abord une gynéco qui était pas exceptionnelle, quand j'ai été diagnostiquée. Après, mon équipe médicale abordée, ça a été d'autres personnes qui m'ont bien fait comprendre l'enjeu, l'importance de le faire. Mais la première personne elle m'a dit: «Il faut en parler avec votre compagnon et puis, vous nous dites votre réponse». Sans même me demander si j'étais en couple, sans même me demander et donc enfin, tu te dis: «Mais non, je vais demander à personne en fait, j'ai 23 ans et je suis célibataire donc laissez-moi tranquille», donc ouais, j'ai l'impression de pas être à ma place en fait, et puis, heureusement, je croise la route de beaucoup de médecins qui sont hyper humains, hyper bienveillants et qui m'expliquent simplement, que, voilà, ça va être des traitements lourds et qu'on ne sait pas dans quel état après je vais être, mon système, reproductif on va dire va être et donc il faut pouvoir, mettre toutes les chances de mon côté parce que c'est important, parce que je suis jeune et là je me dis: «OK, on fait attention à moi, on fait attention à mon avenir. S'ils veulent faire attention à mon avenir, c'est qu'ils vont tout faire pour me sauver». Donc finalement, ça me rassure, mais dans un premier temps, je me sens juste pas à ma place. Et j'ai une petite anecdote qui me vient en tête, c'est le jour où tout est OK, on fait l'intervention, je vais au bloc pour qu'on me prélève les ovocytes. Ma maman m'accompagne dans la chambre, c'est Covid et tout ça, donc elle peut pas rester avec moi, mais elle m'accompagne jusque devant la chambre, le plus long, elle est restée le plus longtemps possible. Et l'infirmière vient et dit: «Je suis vraiment désolée, mais vous allez pas pouvoir rester avec votre compagne», elle dit. Et là, je me dis: «Mais» alors je regarde ma maman, je dis: «Ah non, mais non!» enfin, et du coup, sur le coup, on rigole, mais enfin, c'est bien la preuve que voilà, moi, j'étais là en tant que,
diagnostiquée d'un cancer du sein et les gens pensaient juste que je voulais faire un enfant, quoi. Donc, Oui, parce que finalement, là, il y avait un tas de gens qui étaient là pour d'autres oui, mais raisons. oui, c'était toutes des personnes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, enfin voilà. Et ça, c'est difficile aussi parce que je sais plus qui je suis vraiment à ce moment-là. Ah ouais? J'ai pas encore, la tête d'une malade, on va dire ça comme ça, parce que voilà. Mais je suis plus, Camille, la journaliste qui travaille depuis 1 an, qui était hyper épanouie dans sa vie. Je sais plus ce que je suis à ce moment-là et ça, c'est très difficile à gérer au niveau identité, au niveau, enfin tout fait un peu peur et je sais plus trop où je vais et donc finalement, commencer les traitements, ça me rassure. C'est ça qui est bizarre, mais je me dis: «Beh, voilà, je suis diagnostiquée d'un cancer du sein, il faut commencer les chimios, beh, commençons les chimios, quoi, qu'on en finisse, avec ça». Comment t'abordes les traitements? Quel est ton ressenti? Est-ce que tu y vas avec, férocité, avec détermination? Comment tu y vas? Alors la toute première chimio, oui, j'avais vraiment ce truc en mode, limite, j'avais préparé une belle tenue, rentrée des classes, enfin vraiment en mode, c'est nouveau, quoi. Je vais découvrir l'hôpital, enfin. Donc oui, j'étais vraiment dans cet état d'esprit et de toute façon, je me dis: «Autant le vivre de manière positive, j'ai pas le choix». Donc et j'essaie de me dire: «Bah, c'est le truc qui va m'aider, qui va me sauver, donc allons-y». Malheureusement, j'ai eu une expérience très difficile pour ma première chimio parce que j'ai fait une réaction allergique Ah ouais. à, beh, vraiment la chimiothérapie, donc c'était un truc, Taxol, ça s'appelait. Mmh. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout s'était vraiment bien passé. Il y avait un petit peu de stress, mais j'étais quand même bien. Et à la toute première goutte, en fait, je fais la réaction allergique, mais c'est vrai que c'est comme une boule de feu qui s'est emparée de moi. Plus moyen de respirer, plus rien. Enfin, ma maman était avec moi, heureusement, dans la chambre. Et je suis devenue toute rouge, plus moyen de respirer. Donc, grosse panique. Donc après, ils me mettent sous oxygène, ils coupent la chimio. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer, quoi? C'est le truc qui doit me sauver la vie et j'ai failli mourir. Donc, j'ai peur, je veux pas Ouais. recommencer cette chimio, mais en même temps, on n'a pas le choix. Donc là, changement d'ambiance total. Je me dis, qu'est-ce qui se Ouais. passe? On doit me transférer dans un autre service parce que l'hôpital de jour va fermer et que tout a été retardé. Donc je me retrouve dans un hôpital avec plein de personnes plus âgées que moi, enfin, qui sont dans des étapes bien plus avancés. Moi, je viens de débuter mon cancer, enfin mon cancer, mes traitements contre le cancer, donc je suis encore tout à fait bien, quoi. Et donc tout ça, c'est très difficile à gérer. À chaque goutte de chimio qui coule, après, je stresse que ça recommence. Et là, de nouveau, le suivi de mon équipe médicale fait que ben, on peut continuer les chimios de manière plus sereine, mais à ce moment-là, la première me met un petit coup. Au moral. Ouais, ça, c'est difficile. Dans quel état tu es après la première chimio? Beh, du coup, après la première chimio, je me souviens quand je suis rentrée chez moi, c'était, j'étais effondrée, en fait. Parce que là, je me disais: «OK, c'est plus drôle là». Le sentiment un peu, au début de la journée où j'essayais de tout tourner positivement, puis il y avait les premiers effets secondaires aussi qui apparaissaient. Donc là, je me suis dit: «OK, ça va pas être cool ce truc-là», avec des nausées, mais vraiment des grosses nausées et un sentiment de fatigue, comme si j'avais reçu un coup de massue, enfin, et tout ce que j'avais vécu aussi psychologiquement, j'étais Mmh. complètement affaiblie. Mes parents qui m'avaient accompagnée étaient aussi, ben, s'attendaient pas à un truc Un pareil. choc, en fait. On était tous sous le choc et j'étais sortie très tard de l'hôpital parce que finalement, on avait réussi à remettre la chimio, mais avec vraiment très doucement, avec du Medrol, donc c'est de la cortisone en grosse dose. Et donc la cortisone, ça me donnait des chaleurs, des joues toutes rouges, enfin, j'ai gonflé avec ça. On a dû réadapter tout mon traitement pour que je puisse avoir ce traitement. Il n'y avait pas d'autre solution, il fallait que j'ai la chimiothérapie. Donc le soir même, ouais, je suis un petit peu sonnée de tout ça. Après, heureusement, je retrouve assez rapidement de l'énergie pour la suite parce qu'en fait, au début, c'était une chimio par semaine, tous les mercredis. Donc il a fallu me remotiver et voilà, il y a plein de choses qui ont fait que ça a été que j'ai su m'en sortir. Mais ouais, la première, je me suis dit, waouh, Ouais. maintenant encore, je me dis, mais j'aurais pu mourir à la première chimio sans même avoir eu l'occasion, une chance de me sauver, quoi, sans même avoir testé les traitements. Les étapes importantes, enfin, de ma perception, c'est quand ça commence à se voir. Mhm. Tu parlais d'identité, ça se passe quand? Quand est-ce que tu décides de raser la tête ou comment ça se passe? Jamais, je décide jamais de me raser la tête parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ont un cancer et qui disent: «Bah, ils vont tomber, je vais les raser dès que je commence les traitements». Moi, je voulais pas, je voulais vraiment pas et donc j'ai fait le choix d'attendre que ce soit la chimio qui me gagne, en fait. Ce qui est pas du tout dans mon caractère, donc je me suis un peu laissée porter par le truc. Avec recul, je pense que c'était pas un bon choix parce que c'est horrible de voir les cheveux Ouais. tomber. J'ai vécu des journées entières avec des cheveux partout et beh, ça se voyait, quoi, donc hem
En plus, avec mes traitements, en fait, j'avais 2 types de chimio et la première chimio, c'était pas celle qui faisait tomber les cheveux le plus vite. Donc en fait, il y a eu un mois avant que donc il y a eu 4 chimiothérapies avant que mes cheveux Ah se ouais. mettent à tomber. Et à la première Heu poignée, Ouais, bah, ça comment tu j'étais effondrée. Ouais, j'étais effondrée. Parce que, bah, oui, il y a le côté un peu physique de se dire, «À quoi je vais ressembler sans cheveux?» Enfin, il y a le côté donc ça, c'est un peu finalement le moins grave. Mais moi, ce qui m'a vraiment le plus, fait du mal, c'est de pas choisir, en fait. Tu choisis pas d'avoir un cancer, tu choisis pas d'avoir ce physique qui change, tu choisis pas à quel moment il tombe, tu choisis rien du tout de ce qui se passe. Ça, c'est juste la goutte d'eau qui fait déborder un peu le vase parce que, bah, ça faisait, 2 mois que j'avais été diagnostiquée, ouais, un peu moins de 2 mois que j'avais été diagnostiquée, donc j'étais rentrée dans une routine, je commençais à me rendre compte de ce qui m'arrivait et là, beh, encore quelque chose, quoi. J'avais l'impression d'escalader une montagne et qu'il y avait toujours quelque chose qui allait et encore, ça, c'était que le début, j'étais que au 2e mois de mes traitements et donc oui, à un moment donné, j'ai laissé tout partir mes cheveux, donc je mettais des bonnets, j'avais acheté une perruque, enfin donc en dessous, il restait des cheveux, mais c'était et puis un jour, mon petit frère j'en parle avec ma famille et puis mon petit frère me dit: «Moi, je peux te les raser, si tu veux» ou je sais plus si c'est moi qui lui demande, je pense que c'est moi qui lui demande. Et directement, il me dit: «Oui». Et donc, voilà, je me retrouve, chez mes parents, avec mes parents, mon frère, ma sœur et il me reste rien sur sur le crâne. Il me reste quasiment pas de cheveux, mais le restant, je l'ai quand même fait. Donc je l'ai quand même, rasé et puis finalement, ça m'a libérée parce que ça ressemblait plus à rien de toute façon, mais c'est vrai que c'est un moment difficile parce que là, tu te dis: «OK, là, je suis malade» et encore, j'avais encore mes cils, j'avais encore mes sourcils, donc j'étais chauve, mais mon visage c'était encore moi, j'étais pas encore toute gonflée et c'est vraiment au fur et à mesure des mois, là, ça a vraiment été très compliqué quand les cils ont commencé à tomber, les sourcils, ouais, que j'étais fort gonflée. Là, tu te reconnais même plus, quoi, donc tu étais en colère? je sais pas si on peut dire que j'étais en colère. J'ai pas eu énormément de moments de colère. J'ai eu des moments de découragement, mais la colère, je pense pas que c'est une émotion que j'ai beaucoup ressentie. Oui, il y a eu des moments où Parce j'en que pouvais plus. tu disais, que en fait, tu pas choisi. Ouais. Tu Oui, mais c'est plus un sentiment d'injustice. Après, OK, ça se ressemble fort. ouais. Mais j'étais pas en mode, revendication, mais oui, parfois je me disais: «Mais c'est injuste, en fait». Donc c'est de la colère, mais j'acceptais quand même relativement bien ce qui m'arrivait aussi en même temps, donc c'est un peu contradictoire, mais j'étais pas énervée contre les médecins, j'étais pas énervée contre l'hôpital, j'en avais juste marre par moment, donc ça ressemble très fort. Peut-être que je veux pas me l'avouer, que parfois j'étais en colère, je Peut-être. sais pas, mais parfois, ouais, j'avais clairement pas envie d'aller à l'hôpital, j'en avais marre, je voulais tout envoyer promener, donc j'étais quand même énervée. Mais je pense globalement sur l'ensemble de toute cette période, j'ai pas souvent été fort, en colère sur, tout ce qui m'arrivait et j'ai essayé de relativement bien l'accepter, ouais. Quelle vie tu mènes à ce moment-là? Parce que est-ce qu'il y a une vie entre les chimios où il y a plus de forme de vie sociale? C'est très compliqué, moi je décide d'arrêter de bosser, déjà. C'est la décision la plus difficile au début, qui me semble la plus difficile. Après je me rends compte qu'il y a Tu plein étais d'autres. déjà journaliste à ce Oui, moment-là? j'étais déjà journaliste, mais j'étais, journaliste, pigiste. Donc c'est pas vraiment indépendante, mais j'avais pas vraiment le statut d'indépendante, mais c'est voilà, je suis payée Mmh. à la prestation. Donc à ce moment-là, ça fonctionne très bien pour moi. Ça fait 1 an que je suis diplômée. Je travaille pour 4 médias différents. Je commence à vraiment prendre mes marques, à avoir, bah, l'équivalent d'un temps plein, même plus, avec des travails le week-end. J'étais beaucoup dans le sport, donc des matchs le soir et tout ça. Vraiment passionnée par ce que je fais et je me souviens que le lendemain de l'annonce, on me dit que je vais avoir des chimiothérapies et l'infirmière qui était là, qui était pas très sympa, elle me dit: «Ah mais non, mais travailler, il faut même pas y penser» et Comme ça? là, comme ça, ouais et là, je me dis et en fait, évidemment que quand on a des traitements lourds comme ça, il faut mettre entre parenthèses, enfin après chacun fait comme il veut, mais évidemment que ça change ta vie et que tu es affaibli. Mais on vient juste de m'annoncer 24 heures avant que j'ai un cancer. Moi, je pense pas à ça directement. Donc là, Ouais. je m'effondre et là, elle me dit: «Bah, c'est bien, tu vas plus travailler, tranquille», et je me dis: «Mais non, mais moi j'ai été diplômée il y a 1 an, c'est mon travail, c'est toute ma vie, quoi». À ce moment-là, Ton travail, c'est vraiment ta passion, mais en fait? oui, moi j'attendais oui, oui et ça l'est toujours actuellement, c'est vraiment une passion pour moi. Je venais juste d'acheter ma voiture, j'ai cherché un appartement, je voulais partir de chez mes parents, créer ma vie, tout se passait bien au niveau travail, ça fonctionnait bien, j'avais de plus en plus de piges, donc de plus en plus d'argent, donc plus d'indépendance. J'étais vraiment lancée, quoi et là, ça met un coup d'arrêt et je me dis: «Mais comment je vais faire sans mon travail?» C'était c'était ma raison d'être finalement, et donc là, c'est le coup de massue et c'est vrai qu'après je me rends compte qu'il y a plein de choses beaucoup plus importantes qui suivent derrière parce que, bah, finalement, c'est ma vie qui est en jeu, donc le travail, qu'est-ce que c'est un travail?
Mais donc je décide d'arrêter parce que c'est pas possible. C'est pas comme si, j'étais salariée dans une boîte et que je pouvais prendre, un mi-temps ou décider de faire du télétravail ou ce genre de choses. Je me dis: «Non, là, c'est pas possible, il faut que j'arrête» et le retour que j'ai des différents, collègues, des différentes rédac chefs de chaque média est incroyable parce que vraiment, je suis hyper soutenue. Hem et très vite aussi, bah, du coup, je parle de mon cancer sur les réseaux parce qu'il me manque ce truc de communication, ce truc de je partage plus ce que je fais, On rappelle que tu es journaliste ouais, sportive. ouais, C'est c'est une ça à ce passion pour moment-là. toi depuis longtemps, depuis que Mmh. tu es enfant, c'est ça? Oui, depuis, ouais, 12-13 ans, le football principalement. J'ai commencé à travailler à 14-15 ans pour, le club, de ma ville ici, le REC Mons, au niveau de la com et puis, bah, finalement, je suis un peu ce chemin-là. Maintenant, c'est vrai que je suis pas uniquement au sport. Maintenant, je me suis ouverte à d'autres choses. Bah, suite à mon cancer aussi, j'ai ouvert d'autres portes. Mmh. Mais à ce moment-là, oui, c'est déjà une passion, une révélation, une vocation et je suis là où je dois être et ça, c'est hyper frustrant de devoir m'arrêter là-dedans et Parce que de la maladie finalement te met un stop ouais. que tu avais pas envisagé du tout. Non, pas du tout Et comment à cet âge-là. tu composes avec ce stop-là? D'un point de vue professionnel? Ouais, bah, j en fait, je me rends très au début, je veux pas trop l'accepter, mais très vite, je me rends compte, en fait, quand, on me donne le planning des chimiothérapies, quand je me rends compte, que très vite, je vais plus ressembler à à grand chose parce que, bah, ça reste un métier comme, d'image, même si à ce moment-là, je fais pas beaucoup de présentations ni de télé, mais je dois Mmh. quand même être souvent face à des gens qui me connaissent pas, faire des rencontres. Je vais pas à chaque fois expliquer: «C'est bon, j'ai un cancer, c'est pour ça que je ressemble à rien». Enfin, je me voyais pas faire ça et je me dis: «J'ai besoin de consacrer». Après, en deuxième temps, ça vient un peu plus tard, hein, mais je me dis: «En fait, il faut que je consacre toute mon énergie à ça, quoi». C'est mon boulot pour le moment, c'est rester en vie, c'est essayer de gérer au mieux toutes ces chimios qui me pourrissent la vie et finalement, je me dis: «Mais c'est la meilleure décision, en fait». Tu peux pas, t'investir dans plein de choses et faire mon boulot de la mauvaise manière, ça sert à rien non plus, donc je fais ce choix-là et au final, c'est un bon choix parce qu'on se rend pas toujours compte, mais les chimios, moi, ça s'enchaînait toutes les semaines, une par semaine. Et donc, bah, le mercredi, jeudi, vendredi, enfin, j'étais au fond de mon lit. Et puis, bah, le samedi, j'essayais de remonter la pente, mais le mercredi, on recommençait, quoi. Donc, c'était vraiment enfin, l'ascenseur un peu au niveau de mon état, au niveau de psychologique aussi, émotionnel. Tu te Euh, sens comment à ce niveau-là? Bah, c'est dur, hein, c'est super dur. Même si je pense que je garde ce côté positif, je pense que j'arrive à voir la maladie d'une manière, positive à ce moment-là. Hem mais je réfléchis en même temps parce que c'est un peu, quand je dis ça, on a l'impression que tout est beau, mais c'est super difficile. Donc évidemment que j'ai des moments où j'ai peur, des moments où je suis pas bien. J'ai heureusement une super psychologue qui m'est un peu attribuée au début de mes traitements quand j'arrive à l'Institut Jules Bordet et ils sont vraiment géniaux aussi pour ça parce qu'ils me donnent une jeune femme de la trentaine, enfin qui match complètement avec moi, qui devient au fil du temps ma copine, en fait. Quand je suis chez moi et que je suis pas forcément à l'hôpital, on fait des FaceTime pour faire nos séances. Enfin, et c'est là que, ben, moi qui n'avais jamais eu vraiment besoin de psy dans ma vie, je me dis, mais je me rends compte aussi de l'importance de ce suivi-là. J'accepte finalement cette sensibilité, cette fragilité que j'avais pas forcément avant. Et je me dis, bah oui, je suis en train de vivre quelque chose de traumatisant, quelque chose de grave. J'ai besoin d'être suivie, j'ai besoin d'avoir ce suivi-là. Et je l'accepte, quoi, parce que oui, je me suis jamais vraiment effondrée, mais il y a eu des moments hyper difficiles et des moments où mon corps me lâchait, et donc le psychologique, il me lâchait aussi, quoi. Le moment le plus dur, c'était lequel? Il y en a eu vraiment beaucoup. Mais comme je disais, c'est vraiment comme une montagne à escalader. Et à chaque fois que tu penses que tu es au sommet, que tu es arrivé, il y a encore quelque chose de plus dur qui arrive. Et j'ai vraiment eu ce sentiment-là pendant des mois et des mois sans s'arrêter. Même si je continuais à viser le sommet en me disant un jour j'y arriverai quand même. Mais il y a eu beaucoup de moments difficiles. Il y a eu la première chimio, enfin il y a eu l'annonce déjà. Ouais. Il y a eu la première chimio qui a été très compliquée. Euh, J'essaie d'en sortir un seul, mais il y a eu le moment où les restrictions Covid ont été plus poussées en janvier 2022, et donc là, plus moyen d'être accompagnée dans la chambre pour la chimio. Donc en fait, je faisais des angoisses parce que j'étais toute seule dans cette chambre et je voyais la chimio couler, je pouvais même plus être avec quelqu'un. Et ma maman m'avait accompagnée les 6 premières chimios, et puis on me dit: «Ah ben pour la suite, t'es toute seule». Et ça, c'est bête parce que ça semble rien. Ouais. Ma vie n'était pas en danger sur le moment précis, mais c'est des angoisses parce que tu vis quelque chose de pas facile, tu as besoin d'être accompagnée. Donc humainement, il y a eu des moments comme ça difficiles.
Il y a eu, il y a eu l'accumulation des chimios, il y a eu le fait de voir mon corps s'affaiblir au fur et à mesure, parce que ben, la chimio, ça tue les cellules cancéreuses, mais ça tue aussi toutes les bonnes cellules. Ton corps s'affaiblit comment? Bah, c'est l'état de fatigue. On dit, ouais, parfois on rentre du jour des travail, on dit je suis fatiguée, mais c'est même pas ça en fait. La fatigue, c'est quelque chose de, t'as mal partout dans le corps. En fait, j'ai découvert des douleurs que je connaissais même pas. Mais moi, principalement, les effets secondaires, c'était les nausées, c'était les problèmes digestifs, c'était la fatigue intense. Tu perds tes cils, tes sourcils, donc tu te retrouves avec parfois des poils, des poils qui te font mal, des infections aux yeux. Enfin, c'est moche le cancer, il faut le dire. Ouais. Donc tu te retrouves dans un truc où tu essaies de garder une belle image, mais c'est super difficile à vivre. Euh, des problèmes aussi au niveau cognitif, parce que et j'ai encore parfois du mal à me souvenir des choses, Ah ouais? parce que ouais, la chimio, elle attaque aussi tout ça, au niveau mémoire, au niveau j'étais complètement vidée en fait de tout ça. Suite à ma réaction allergique de la première chimio, j'avais énormément de médrol, donc c'est de la cortisone, mais ça c'est la nuit, parfois c'était difficile de dormir, je devais prendre des doses plus conséquentes, donc c'était des bouffées de chaleur, j'étais toute rouge, j'étais toute gonflée, enfin c'est tout ça qui est vraiment, ouais, qui est vraiment, difficile, et en fait, c'est l'accumulation. C'est l'accumulation qui fait que ça devient vraiment, très dur à porter, et et tu sais pas où ça va te mener, parce que tout le monde espère que ça va aller, les médecins, mais tu sais pas vers où tu vas aussi, donc c'est ça qui est compliqué, et aussi je me souviendrai toujours le jour où on m'annonce que c'est fini. C'est une semaine, parce que donc j'ai eu 16 chimiothérapies, 12 légères, on va dire, mais qui étaient quand même pas mal, et 4 plus conséquentes, qui étaient espacées de 15 jours. Et puis après ça, 2 semaines après, je me fais opérer. Donc une double mastectomie avec reconstruction immédiate. Donc c'est une opération je suis restée une journée au bloc, quoi. Ça a duré, je sais Mmh. pas, 10 heures. Donc une grosse intervention, où c'est pas rien, parce qu'en fait, on m'a carrément, vidé les seins et mis des prothèses à la place, pour Ouais. dire ça un peu, pour bien qu'on comprenne Mmh bien, mh. simplement. Et donc je dois vivre tout ça. Donc pendant des mois, j'ai des chimiothérapies, j'ai l'intervention. Je suis à ce moment-là l'ombre de moi-même, parce que je suis, énorme. J'ai pris 20 kilos. Avec la cortisone en plus, j'étais remplie d'eau partout. J'ai pris 20 kilos, j'ai plus de cheveux, plus de cils, plus de sourcils. Je suis clairement plus moi-même, et je vais à la consultation, 2 semaines après l'intervention, parce que j'ai des drains, suite à l'intervention. Donc j'ai des drains que je dois garder quand même, quelques semaines, pour vraiment, voilà, après c'est le post-op, c'est le suivi comme ça, et là, on m'annonce que c'est bon, que je suis en rémission. Donc déjà, le mot rémission, je connaissais pas bien, mais en fait, ça veut dire juste que tu plus de tumeurs, de cellules cancéreuses, et que tu ne dois plus avoir de traitement. Donc, grosse victoire. Mais je me souviendrai toujours, on me dit ça, déjà je pleure parce que je suis contente quand même et tout, voilà. Mais je me relève, dans la salle de consultation, il y a un miroir où je me vois, et je me dis, waouh, c'est ça la rémission? C'est ça le haut de la montagne en fait. Enfin, je ressemble à rien, c'est horrible. Je ressemble à rien, je vais pas bien, je suis mal, j'avance plus, je sais plus marcher, j'ai un fil avec du sang qui me sort de là, enfin, j'ai un trou là, enfin, j'ai mes seins, il fallait le temps que ça se remette, enfin, toutes des choses futiles finalement, mais il y a rien qui va, et là je suis effondrée. Moi je voyais la rémission en mode on va au resto, c'est génial, j'osais même pas sortir de chez moi. Donc je me dis, il y a une victoire, mais en fait, finalement après il a encore fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, et c'est ça aussi qu'on se rend pas compte avec le cancer, c'est que tu as les traitements, tu as l'annonce, tu as les traitements, tu as la rémission, mais après il y a encore plein de choses derrière qui doivent, il faut se reconstruire, et là maintenant je suis à 3 ans après diagnostic, et je me dis: «Ben voilà, ça commence vraiment à aller bien», mais il a fallu beaucoup de temps pour se reconstruire, et j'ai la grande chance de pas avoir de récidive, de pas avoir de complications, de pas avoir eu de traitement à prendre. Il y a des femmes qui doivent encore prendre, pour le cancer du sein notamment, des traitements sur le long terme. Moi, j'ai pas eu tout ça finalement. J'ai eu la grande chance qu'on l'ait pris à temps. Alors oui, c'est un cancer agressif, mais tout s'est quand même relativement bien passé, mais quelle épreuve, quel traumatisme, et quand c'est fini, c'est pas réellement fini, quoi, et Le ça, c'est combat est pas terminé, au moment de la rémission, en fait. ouais. Et j'ai lu, que tu disais c'était comme un marathon. Tu Ouais, fais le parallèle avec ta passion pour le sport. Mais justement, dans ce marathon, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit que tu verrais pas le bout? ouais, j'ai un moment en tête où, entre la fin des premières chimios, donc j'étais à 12 chimiothérapies, et il me restait encore les 4
plus sévères à faire et encore après l'intervention. Et là, je commençais vraiment, à me dire, «Ça va être compliqué, quoi. Physiquement, ça va vraiment être compliqué» et là, j'ai vraiment eu peur. Peur que mon corps me lâche, peur de mourir et donc à ce moment-là, j'ai pas eu directement cette peur de la mort, même si, bah, cancer, tu l'associes quand même assez Mmh. rapidement à ça. Mais ouais, je dirais, vers, mars-avril, là, je me suis dit, j'avais été diagnostiquée en octobre, donc quelques mois plus tard. Là, j'ai vraiment eu peur et je me souviens d'une conversation avec ma sœur et je lui ai dit: «Mais en fait, j'ai peur de mourir, quoi». Je pense même que c'était par message, donc horrible. Moi, je lui balance ça. Je dis: «J'ai peur de la mort, je crois» et Tu avais jamais eu peur avant ça? C'est pas une inquiétude, bah, avant ça, pendant mon cancer? Ouais. avant d'être malade? Bah, j'ai jamais été très à l'aise avec ça, ça, c'est vrai. Ça a toujours été un truc qui, quand mon grand-père était décédé, en 2016, enfin, j'avais vraiment du mal avec tout ça. C'était Mmh. pas un truc dont j'aimais parler et même quand mes proches, je disaient: «Ah, quand je serai mort, on fera ça, vous ferez ça», enfin, ou pour rire dans des discussions Ouais. parfois comme ça peut arriver au quotidien. J'étais pas à l'aise avec ça. Mais moi, peur pour ma propre vie, c'est tout à fait autre chose et ça, je l'ai vraiment ressenti, quoi et puis, beh, là, j'en parlais tantôt, le suivi psychologique. Beh, ma sœur, je lui ai balancé ça, la pauvre, et elle m'a rassurée, mais finalement, j'en ai beaucoup parlé avec ma psy et on a fait un travail là-dessus et c'est logique, en fait, finalement. Tu te sens tellement diminué, tu te dis: «Mais en fait, enfin, moi, je me souviens, je passais des heures et des heures allongée dans mon lit et après j'étais quand même mobile, hein, je faisais quand même des choses, mais il y a des fois, ton corps, il en pouvait juste plus, il fallait juste dormir et je me souviens parfois, je me disais: «Mais je vais finir comme ça, quoi». Je me disais: «C'est je vais pas en sortir», enfin et donc oui, il y a eu des moments d'angoisse comme ça où je pense que j'étais vidée aussi psychologiquement et donc ces moments-là où j'avais plus de force, mais derrière, j'y arrivais grâce à j'en ai pas encore beaucoup parlé, mais les proches aussi, mes Ouais. parents, mes amis, mes frères et sœurs, ma famille, mon parrain, ma marraine, enfin, il y a vraiment eu des personnes essentielles dans ce combat-là et c'était elles qui venaient me rechercher. Même si j'avais tendance à essayer de porter tout le monde, mais il y a des Ouais. moments où je lâchais et c'était eux qui me portaient, quoi, donc Tu toujours été très motivée professionnellement aussi, c'est un truc qui te caractérise mmh finalement. Quand on est en pleine chimio, est-ce qu'on perçoit l'après? Est-ce qu'on se perçoit dans la vie future? Parce que je pense que quand moi, ma perception des choses, c'est que quand tu as envie de faire des grandes choses, tu te penses toujours à l'après et c'est un petit peu ce qui te motive. ouais. Est-ce que dans la maladie, est-ce que pendant les traitements, tu te perçois, toi, Camille, quand tu vas reprendre ton micro, quand Mmh. ou pas? Comment ça se Oui, oui. ouais? Bah, d'ailleurs, j'arrêtais pas, j'étais déjà quelqu'un qui vivait fort, l'instant présent, mais et je profitais beaucoup de la vie, mais là, ça a été fois 10 à la sortie des traitements. Mais pendant mes traitements, le nombre de concerts que j'ai réservés, de places de concert, le nombre de oui, j'ai pas arrêté, comme si je me disais: «Bah, c'est dans un an le concert», parce que souvent c'est plus loin dans le Mmh. temps. C'est dans un an, mais j'irai, quoi et il y a des concerts, j'ai dû changer, j'étais debout, j'ai changé, j'ai pris des places assises, enfin, ce genre de petits détails parce que finalement j'étais pas assez en forme, mais c'était un peu comme des objectifs, des choses qui allaient me maintenir, bien, quoi. Je me souviens que j'avais programmé un week-end à Bruges avec, mes 2 meilleures amies et on l'a fait entre la fin de mes chimios et mon opération. Je sais pas comment j'ai fait et elles m'ont traînée à Bruges, je sais pas comment j'ai fait, j'ai voulu conduire jusque-là, enfin, surréaliste. Maintenant quand je revois les photos et je me vois, je me dis: «Mais avec ma perruque et tout, il y avait rien qui allait, j'étais vidée, je n'en pouvais plus», mais je l'ai fait, quoi et parce qu'on s'était dit: «À la fin de tes chimios, on va à Bruges» et donc oui, ça m'a beaucoup porté le fait de me mettre des choses et parfois mes parents disaient: «Camille, sois raisonnable», mais c'était ça qui me faisait tenir et c'est vrai que je savais pas si j'aurais toujours envie. Je me disais: «Peut-être que je vais changer, que j'aurais plus envie de faire ce métier-là». Ça, j'avais peur parce que je me rendais compte aussi que j'étais en train de changer, que ma vision des choses était encore en train de changer. Et donc j'avais peur de plus vouloir faire la même chose, ça oui. Mais je savais qu'il fallait que derrière, je savais aussi que je voudrais rapidement trouver un appart, comme j'avais toujours dit, partir de chez mes parents, j'avais tout ça dans la tête et donc oui, pendant mes traitements, ça m'a beaucoup aidée, ça m'a beaucoup motivée. Tu vraiment un mental d'acier, hein. Ouais. Tu considères que ça t'a aidé? Ouais, je pense beaucoup mais je m'en rendais pas toujours compte et c'est vrai que le fait d'en avoir énormément parlé autour de moi, je rédigeais des petits posts, en fait, à chaque chimiothérapie. Donc tous les mercredis, je donnais comme un petit journal que je mettais sur les réseaux et en fait, les messages que je recevais des gens, au début, bah, voilà, c'était mes proches et puis au fur et à mesure, en fait, tout le monde venait me suivre, des filles de mon âge ou des femmes qui se sentaient concernées par ce qui m'arrivait ou des femmes qui avaient elles-mêmes eu un cancer ou et au fur et à mesure, j'ai comme eu une communauté autour de moi,
hyper bienveillante. Et alors, les gens n'arrêtaient pas de me dire, mais quelle force, quel courage. Puis je me dis, bon, c'est pas ma copine qui me le dit, quoi. C'est quelqu'un qui me Ouais. connaît même pas. Et là, je me suis rendu compte. Et ça m'a donné du courage de me dire, bah ouais, en fait, j'ai les ressources en moi, j'y arrive là. Et le fait d'avoir la vie extérieure des gens, parce que c'est vrai que le regard des autres, ça compte quand même beaucoup pour moi. Et parfois, c'est pas toujours évident à gérer. Mais Mhm. là, dans ce cas-là, ça m'a beaucoup aidé d'avoir cette bienveillance et d'avoir vraiment plein de personnes qui me soutenaient beaucoup, quoi. Ma tante a eu le même cancer que toi. Et je l'accompagne à une de ses chimios. Je crois que c'était la deuxième. Et moi, j'allais là avec le cœur lourd parce que ma tante est malade, je suis Mhm. triste pour elle. Elle arrive, elle dégaine une farde. Et dans sa farde, elle avait tout classé. Elle avait fait une ligne du temps. Il y aura cette chimio-là, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Et je l'ai regardée, j'étais vraiment émue de voir ça. Et je l'ai vue aller face à ce cancer avec tellement Mhm. de, je vais pas dire de haine, mais d'ardeur. Elle avait tout décidé, c'était déjà planifié. Et Mhm. cette manière de concevoir les choses, je me dis, punaise, c'est fou parce que face à la maladie, on n'a pas tous le même moral, tu vois. Non, c'est vrai. Et d'après ce que je vois, tu me l'expliques, et comme je le vois chez elle, ça compte, ça Mhm. apporte Et je pense qu'il y a énormément. aussi cet instinct de survie où moi, je me suis un peu découvert aussi par moments. Je me disais, ah ouais, je suis comme ça en fait. Ah ouais? Parce que enfin oui, j'ai toujours été un peu ce type de personne, mais le fait de vivre la maladie, parfois je m'épatais moi-même et je me disais, waouh, je suis en train de faire ça. Donc, je pense, moi, je me dis, j'avais pas le choix en fait. Ouais, c'est véritablement un instinct de survie. Tes proches, eux, comment ils assistent à tout ça? Euh, Bah, c'est compliqué de nouveau de parler à leur place, mais ouais, j'ai du mal à parler de ça parce que c'est vrai que je me rends compte que dans un premier temps, c'est un peu égoïste de dire ça, mais je suis fort focus sur moi-même et je me rends pas forcément compte de ce qu'ils peuvent ressentir chacun parce que j'ai pas l'énergie, c'est pas Mmh. possible en fait. Je suis en train de gérer moi ce qui m'arrive et c'est seulement il y a pas très longtemps en fait, c'est le fait d'avoir pris du recul sur tout ça et d'avoir vécu certaines choses, je me rends compte en fait à quel point c'est dur d'accompagner quelqu'un. Parce que quand t'es malade, c'est toi, c'est ta vie, t'as pas le choix. Égoïstement, tu veux vivre, donc tu fais tout pour être en vie. Mais quand tu te retrouves avec quelqu'un de proche qui vit ça, ben, t'as le choix déjà de rester ou pas, d'être là ou pas. Bon, après, voilà, je veux dire, mes parents, ils ont pas eu le choix, les pauvres. Mais la famille, c'est encore peut-être différent, mais ils ont été exceptionnels. Mes parents, ma sœur, mon frère, enfin, ma famille a été incroyable. J'ai eu une équipe autour de moi. J'ai la chance d'avoir une grande famille, des cousins, des cousines dans tous les sens. Et tout le monde a été super important. Euh, et je disais tantôt, ouais, je me rends compte maintenant à quel point ça a dû être difficile. Euh, Enfin, je pense par exemple à ma sœur et je me dis, mais parfois elle me disait, oh, j'aurais aimé être avec toi au chimio. Enfin, et elle se sentait peut-être parfois à l'écart de ce que je ressentais. Enfin, personne ne savait vraiment ce que je ressentais au fond de moi et parfois moi-même je le savais même pas. Et chacun avec son caractère aussi. Mon frère, par exemple, il faisait énormément de blagues, il faisait beaucoup d'humour autour de ça, parce qu'il n'arrivait pas à en parler sérieusement, Ouais. parce c'était peut-être trop difficile, ou peut-être il essayait de prendre du recul et il essayait pas de vraiment de se rendre compte de ce qui se passait. Mais ça détendait tout le monde, parce qu'il faisait des petites blagues, il se moquait de moi, de mon crâne chauve, ce genre de choses. Et, euh, et donc, enfin, ils l'ont tous peut-être ressenti finalement avec leur caractère, avec ils m'ont tous apporté des choses très différentes aussi. Finalement, c'était une grande chance d'être chez mes parents à ce moment-là parce que mes parents, je vivais avec mes parents, mon petit frère, ma sœur était pas loin avec son compagnon, ma belle-sœur, la copine de mon frère, était aussi hyper importante. Donc j'avais mon petit cocon. Et puis au-delà de ça, mes grands-parents, mon parrain, ma marraine, mes oncles et tantes, mes cousins et cousines, enfin ça a été super, super important et en plus ça les ramenait à quelque chose qu'ils connaissaient pour la plupart Ouais. avec ma tante. J'ai beaucoup pensé à mes cousines qui ont perdu leur maman de ce Ouais. cancer-là. Elles voient leur petite cousine qui a la même chose. J'ai eu des conversations hyper intéressantes avec ma cousine qui me posait plein de questions pour comprendre finalement ce que sa maman avait eu. Ça a remué plein de choses, et c'est difficile de dire enfin de comprendre comment chaque personne a vécu ça parce que c'était hyper différent, quoi. Et je me suis aussi rendu compte que l'être humain était parfois hyper compliqué parce que, enfin, il y a des personnes qui étaient hyper énervées quand elles ont appris pour moi. Elles étaient limite, elles m'en voulaient, moi. Enfin, par Ah exemple, ouais? ma sœur, elle a eu une réaction et je me suis dit, waouh, mais parce qu'elle était révoltée que ça m'arrive à moi alors qu'on avait toutes les deux gènes, c'est elle l'aînée, c'est elle qui devait être malade, c'est elle qui devait avoir un Ouais. cancer et c'est pas comme ça que ça devait se passer. Et elle a mis plusieurs jours
à accepter ce qui se passait et à réaliser aussi. Et, donc, toi, on t'apprend que tu as un cancer et puis parfois tu as des proches qui ont des réactions dont tu t'attendais pas. Et donc, il faut savoir le gérer. Et puis finalement, au fur et à mesure du temps, tout le monde prend ses marques et ça va. Il y a des amis aussi qui ont été très, très proches pour moi. Il y a des amis qui ont pas, qui ont pris des chemins différents parce que la maladie, c'est trop difficile à accompagner Ah pour ouais? eux ou parce que ça leur rappelait des souvenirs. Ou, oui, il y a des personnes dont je suis moins proche et parce que mon cancer a joué. Et au contraire, des personnes qui se sont très rapprochées de moi ou des amis de secondaire que je voyais plus trop et qui maintenant on se voit pas tous les jours, pas régulièrement, mais on a repris contact grâce à ça parce qu'elles se sont dit oh Ouais. purée, Camille a un cancer. Elles se sont dit bah voilà, on n'a plus jamais pris contact. Pourquoi? C'est con, on pourrait se parler. Donc au niveau humainement, ça m'a appris énormément. Ça m'a soudée encore plus avec ma famille aussi. On était déjà une famille très soudée, mais voilà, je, je pense qu'on a appris finalement tous à se découvrir parce que c'est dans les pires moments que tu vois vraiment le vrai visage des gens aussi, quoi. Enfin, notre vie à tous a un début et a une fin. On sait quand arrive le début, on sait malheureusement pas quand arrive la fin. Mais ce qui nous caractérise en tant qu'humains, c'est de ne pas savoir et de souvent ignorer qu'on aura une fin. Toi, par contre, la potentialité de la fin, tu la connais bien. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé de ta perception de la vie, ça? J'ai envie de dire ça a tout changé, mais et en même temps, c'est une bonne question, mais c'est une question difficile. En fait, en ayant ce cancer si tôt dans ma vie, parce que 23 ans, tu encore rien Très vécu, en jeune, fait. ouais. Enfin, je sortais des études, j'étais encore chez mes parents, j'avais encore rien vécu. Enfin, j'avais déjà vécu plein de choses dans ma vie, au niveau professionnel, par exemple, mais voilà, j'étais au tout début et en fait, j'ai eu l'impression de perdre cette insouciance et c'est ça que je parlais du sentiment d'injustice, c'est que du jour au lendemain, j'ai perdu cette insouciance de la vie, quoi, où finalement, et le cancer me l'a enlevé, ça reviendra plus jamais. J'aurai toujours ce truc de me dire, on n'a qu'une vie, et il y a des gens qui sont tout à fait lucides avec ça. Moi, j'avais quand même cette naïveté et cette insouciance que beaucoup de personnes ont dans la vingtaine. Et c'est vrai que du coup, maintenant, c'est vrai, j'arrive à en faire une force, je pense. C'est vrai que déjà avant, j'avais ce côté, ouais, on n'a qu'une vie et tout, mais maintenant, je comprends vraiment la signification de ce mot-là. Et c'est vrai que chacun de mes anniversaires depuis, je suis hyper heureuse de vieillir, quoi. Je me dis, mais je dis aux gens, mais vous vous rendez pas compte, mais vieillir, c'est une merveilleuse chance, en fait. Enfin, c'est un truc, et je suis émue en le disant parce que moi, j'ai eu peur de plus vieillir, j'ai eu peur de rester bloquée à 23, 24 ans, j'aurais pu y rester. Et je me dis, et quand j'entends parfois des gens dire, ah, j'arrive à mes 30 ans ou j'arrive à mes 50 ans, en fonction des âges, mais non, en fait, c'est trop bien. Dans chaque âge, t'as des choses à vivre, de la vie, il y a des choses à t'apporter. Enfin, et même quand t'as 60 ans, 70 ans, tu deviens grand-mère, enfin, j'en sais rien. Il faut se rendre compte de ça. Et c'est vrai que, il y a des gens, moi, je leur en veux pas, ils se rendent pas compte parce que ils ont toujours eu de la chance dans la vie, et tant mieux pour eux. Mais j'arrive maintenant, et ça, c'est aussi, je parlais tantôt, à la fin de mes traitements et tout ça, j'arrive pas, j'ai pas le recul nécessaire pour me rendre compte de tout ça. Et c'est vraiment maintenant que je savoure encore plus ma vie, parce que c'est des beaux mots, on dit ouais, on n'a qu'une vie, je savoure chaque jour, mais c'est vrai en fait. Enfin, et je dis pas, parfois ça m'arrive de râler, parfois ça m'arrive d'oublier tout ce que j'ai vécu et de retomber dans les mauvaises habitudes. Mais la plupart du temps, ouais, je me rends compte et je vis les moments beaucoup plus intensément et il y a plein de petites choses qui ont changé au quotidien parce que j'ai eu ce truc-là où j'ai eu peur pour ma vie, quoi. Et je me suis rendu compte à quel point elle était précieuse dans les relations aussi avec mes proches et tout ça, je savoure encore plus qu'avant. Quand tu es en rémission, il te faut combien de mois pour être complètement de nouveau la Camille d'avant? Est-ce que la Camille d'avant revient? Je serai plus jamais la Camille d'avant, ça c'est une évidence. Déjà physiquement, c'est physique quoi, c'est bête, c'est un peu c'est artificiel de penser comme ça, mais je suis ici en quelques années, je suis passée par toutes les coupes de cheveux parce que court, enfin chauve, très 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 court, les cheveux qui ressemblent à rien avec une repousse, une coupe mulet, et voilà, moi j'avais des cheveux très très longs, mais même avec mes cheveux très longs, je serais plus jamais la Camille d'avant parce que ça c'est que un côté physique, mais il y a tellement de choses qui ont changé dans ma manière de voir les choses et à commencer par mon travail. J'ai voulu m'ouvrir à d'autres choses, à me concentrer sur l'essentiel. Je travaillais à Bruxelles, je travaillais à Charleroi, je travaillais dans plein de rédactions, dans le sport principalement, des médias nationaux, et maintenant je travaille pour la télé locale de ma ville, quoi.
Donc en fait mes priorités ont changé. Ma famille est une priorité, mon travail, être dans un cocon. J'ai eu besoin de me retirer tout ce qui était, qui me générait du stress. Alors parfois on me dit: «Ah, c'est un manque d'ambition», mais non, c'est juste j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, j'ai juste besoin de me sentir bien là où je suis. Si on m'avait dit: «Ouais, tu vas être salarié, à Télémbé», j'aurais dit: «Bah non, ça m'intéresse pas», et en fait, j'ai complètement vu le truc autrement. Je me suis dit: «Beh, déjà, c'est confortable, ça me donne, j'ai après tous les stress que j'ai vécu dans ma vie, bah, pour le moment, je sais pas si je ferai ça toute ma vie, mais c'est bien d'être salarié en tant que journaliste, c'est ce que je souhaite». Et au niveau du travail en lui-même, les rencontres, les valeurs du journalisme, ça me correspondait. Et donc, c'était pas du tout comme ça que j'avais vu les choses. Moi, je me voyais journaliste indépendante, qui travaillait sur les chaînes sportives, et je suis revenue un petit peu en arrière par rapport à tout ça, et je me suis dit: «Ben non», je me voyais vivre à Bruxelles, et non, là, je veux être à Mons, je veux être proche de mes proche de mes proches, oui. Et ça a complètement changé, et je me rends compte aussi que je me ferme plus des portes. Si dans 5 ans, parce que j'ai quand même cette âme un peu de vouloir, enfin, j'aimais bien cette vie, d'un peu indépendante où j'allais à gauche, à droite, j'organisais mes semaines comme je voulais, Tu y vas à 100 à l'heure, quoi. voilà. Et ici, c'est un peu peut-être à un moment donné, je vais m'ennuyer et je vais tout plaquer, je vais me dire: «OK, j'en sais rien», mais en tout cas, là, maintenant, j'arrive à me sentir tout ça pour dire, en fait, que j'arrive à être alignée avec ce que je veux sur l'instant, sur le moment précis. Et ça, c'était peut-être pas le cas avant, mais en même temps, j'étais jeune, quoi. Je sortais des Ouais. études, enfin, donc il y a tout ça, je pense, tout ce que j'ai traversé aussi, ça m'a donné une certaine maturité, face à tout ça. Bah, disons qu'avant, tu avais peut-être plus d'ambition professionnelle et là, tu as une ambition pour la qualité de ta vie. Exactement, c'est exactement C'est ça. un autre type d'entreprise, Ouais, c'est ça. mais c'est une qui compte aussi, c'est Ouais, vrai. c'est exactement, c'est bien résumé. Qu'est-ce que la maladie t'a enseigné? La chose principale, c'est que du jour au lendemain, tout peut basculer, mais pas forcément, c'est la maladie, mais on peut traverser la rue, se faire renverser et ta vie, elle est modifiée pour toujours. Enfin, il peut y avoir 1000 choses. Hem, Ça, c'est la chose principale. Il y avait vraiment des enseignements à tirer partout, et j'ai découvert énormément de choses au milieu médical, et au niveau des gens qui vivent des choses simplement difficiles dans la vie. Je pense que ça m'a apporté plus d'empathie. Maintenant, c'est vrai que dans mon métier, quand je dois interviewer des personnes qui ont vécu des choses difficiles, ou simplement être simplement une oreille plus attentive, plus à l'écoute, je pense que ça, je l'ai développé grâce à la maladie, grâce à ce que j'ai dû traverser. Donc quand tu es en rémission, il se passe combien de temps le moment où tu te remets au travail? Bah, c'est un peu particulier parce que du coup, on m'annonce que je suis en rémission le 30 avril, et je recommence pour la toute première fois à travailler mi-août, le 15 août, je pense, 17 août, je sais plus, enfin voilà. Donc très, très rapidement. Mais quand je dis que je recommence à travailler, c'est pas à temps plein, c'est, un seul média. En fait, j'avais ce besoin de montrer que j'allais bien, de me prouver aussi à moi-même que Mmh. j'allais toujours faire ce métier, que j'aimais toujours le faire. Et donc je recommence en faisant, allez, au début, c'est vraiment une pige par semaine, quoi. Je fais un match, un résumé, voilà, et là, je me rends compte que c'est dur, que c'est dur parce que, bah, physiquement, on revient toujours au physique, hein, mais Mais ça compte. c'est tellement, voilà, j'ai tellement changé que je suis pas à mon aise. Je reviens avec ma petite coupe courte. Pour l'anecdote, par exemple, ce genre de moment qui me faisait un peu perdre pied, tout le monde était au courant que j'avais eu un cancer, tous mes collègues, tout. Enfin, je l'avais dit partout, donc c'est pas une surprise. Et il y a un caméraman avec qui je reprends ce jour-là. En fait, il est pas au courant que j'ai eu un cancer. Je prends la caméra avant de partir en tournage. Là, il me regarde, il dit: «Tchè, quel changement de coiffure!» Et donc moi, je le regarde et je me dis: «Purée, ça fait, je sais pas combien de mois que je suis plus venue bosser», Il se rend pas compte que j'ai été absente pendant un long moment, je crois. Il pense juste à ma coupe de cheveux. Je me dis: «OK». J'avais des très, très longs cheveux, j'ai une coupe courte, c'est logique, enfin voilà. Et donc je lui dis, je dis: «Ah oui, oui», mais je dis trop rien. Je me dis: «Ouais, j'ai pas envie de lui sortir là maintenant comme ça». Et du coup, il me dit: «Ah, je préférais quand même les longs cheveux», hein, qu'il me dit comme ça. Et là, je me dis: «Je vais m'effondrer, c'est pas possible, je vais pas y arriver», et puis, je pense que je lui ai balancé, je lui ai dit: «Écoute, c'est pas un choix, j'ai eu un cancer, donc il y a quelques mois, j'étais chauve», et voilà, là, il est choqué, quoi, et je commence là-dessus et je me dis: «Là, ça va jamais bien se passer, je vais Ouais. jamais y arriver», et puis, beh, ça, c'est un fait à part parce que, bah, voilà, il était pas au courant, c'est pas de Mmh. sa faute. Elle s'est pas produit, très souvent, quoi. Non, après, ça s'est très bien passé, mais j'ai vraiment, repris en douceur, quoi. Je travaillais une fois par semaine, quand il y avait des tournages pour moi et des trucs, un peu confortables, enfin, tout le monde a été cool avec moi, et puis seulement j'ai recommencé les médias. J'ai fait le choix aussi de faire, un seul média au début, d'en laisser tomber un,
de pas trop charger mes semaines. Je me rends compte en fait que je vais pas pouvoir recommencer comme avant rapidement. Ça me conforte dans l'idée que j'ai bien fait d'arrêter aussi, tout à fait. Et puis il faut aussi se reconnecter à la réalité. C'est surtout ça. Il faut trouver l'équilibre entre maintenant je vais bien, je peux avancer, mais j'ai encore des petites séquelles. Euh, j'ai une fatigue intense à ce moment-là. Enfin, j'ai du mal à me remettre dedans. J'ai un statut assez particulier parce qu'en fait, j'étais tombée sur la mutuelle, mais donc le fait de reprendre, ça me fait perdre quand même beaucoup d'argent. Enfin, Ouais, donc il faut beaucoup d'énergie pour aller expliquer, parce que je suis dans aucune case pour eux, parce que je suis pas vraiment ouais. indépendante, je suis pas vraiment salariée. Enfin, voilà, tout ça, c'est des choses aussi au niveau administratif. Quand tu as un cancer, c'est quand même très très lourd aussi. Ouais. Donc, heureusement que j'étais chez mes parents parce que la mutuelle, il a fallu le temps qu'ils comprennent un peu ce qui m'arrivait Ouais, pour bien savoir m'indemniser. Enfin, c'est des choses en plus, mais ça fait partie quand même, ça ouais. demande de l'énergie. En octobre, je me fais à nouveau opérer. Pas de chance parce que j'ai une infection et donc je dois garder un drain pendant 2 mois. Un drain, normalement, on Oh, le garde putain. 1 à 2 semaines, Ouais. 3 semaines, un mois grand, grand maximum. Là, j'ai une infection, ils trouvent pas ce que j'ai, je vais prendre des antibiotiques. Donc je passe Noël et Nouvel An avec un drain antibiotique, enfin, alors que c'était censé être le Ouais. nouvel an magique où j'allais mieux quoi voilà, c'est pour ça que je disais voilà, j'étais en rémission, mais après il y a encore eu des trucs où c'était pas cool, où je me sentais mal dans ma peau, où c'était difficile alors que j'étais en vie et que tout allait bien normalement. Et quelle place ça a pris le fait que, ben voilà, il faut s'assumer physiquement, se voir dans le miroir. Tu te sens mal dans ta peau, ça prend quelle place, ça, pour toi? Quand même une grande place, je pense. Maintenant j'ai l'impression d'oublier. Je pense que le cerveau est bien fait, il oublie quand même assez Ouais, rapidement. Donc maintenant je me dis c'est passé. Mais sur le moment ça me semblait interminable. Je me disais ça va jamais aller, je vais jamais perdre ce poids, je vais jamais me sentir mieux, en forme. Mes cheveux vont jamais pousser. Enfin je suis pas. Et tout le monde me disait mais si t'es jolie, nan, nan. Mais oui je retrouvais peu à peu des couleurs, je retrouvais mes traits. Mais ça prenait trop de temps en fait. Il y avait ce truc où je voulais absolument vivre, je voulais croquer la vie à pleines dents et je me sentais freinée par plein de ouais, choses. Je voulais reprendre le boulot à temps plein et voilà que je suis pendant 2 semaines, pendant 2 mois en certificat médical parce que j'ai un drain et qu'il y a une infection et que il faut faire attention. Donc l'après-cancer, c'est vraiment difficile en fait. Enfin, c'est vraiment été une période compliquée. Et puis t'es plus malade aux yeux des gens aussi. Donc les gens ouais. ils disent bah ça va, t'es guéri, tu vas mieux. Donc il y a toute une partie des proches qui lâchent un peu et je peux pas leur en vouloir parce que ouais j'allais mieux, Ils avaient peut-être besoin mais aussi de se dire, c'est voilà, et de nouveau, je me culpabilisais aussi un peu parce que je me disais: «J'ai plus de traitement, j'ai pas de complications, au niveau du cancer en lui-même. C'est des complications liées au traitement, mais voilà, il y a plus de tumeur, il y a» mais donc c'était difficile de trouver un équilibre par rapport à ça et de me relancer. J'étais pas encore prête pour reprendre une vie normale, ouais. donc Tu parlais d'identité et un changement d'identité en tant que malade, mais une fois que tu es guérie, est-ce que tu te considères encore malade ou comment? mais c'est aussi le mot guéri parce qu'on est en rémission, Ouais, mais là, enfin, je peux la guérison, je pense que là, je peux presque le dire, mais je sais même pas, il y a des médecins qui disent c'est 5 ans, il y en a qui disent c'est 10 ouais, ans et donc ça aussi, les gens me disaient: «Ah, t'es guérie», mais je disais: «Ouais, je suis en rémission». Parce que c'est des cancers dans lesquels il y a dans les 5 ans, dans les 5 années, il y a beaucoup de récidives. ouais, En fait, j'étais pas à l'aise avec ça, j'étais pas, je me sentais, sortie d'affaire, mais il y avait trop de choses qui étaient difficiles à gérer et ouais, donc j'étais un peu calée dans ce truc-là et cette période, elle m'a semblé longue, quoi. Elle m'a semblé, je sais même pas dire à quel moment j'en suis vraiment sortie. Il y a quand même janvier 2024 où là, je reprends à temps plein. Donc j'ai ouais. vraiment, je suis toujours en pigiste et j'ai vraiment des semaines bien remplies. J'ai un rythme qui s'installe. Et puis en mars ici dernier, où là, on me propose un contrat et donc là, je rentre vraiment dans un truc beaucoup plus cadré et je me dis: «Ça va jamais aller» parce qu'au niveau fatigue, je vais jamais, m'en sortir. Parce qu'avant, enfin, je pouvais un peu aménager mes horaires comme je le souhaitais et là, je me dis: ça va jamais le faire» et finalement, ça a été quoi donc Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la Camille du 18 octobre qui apprend la nouvelle heu, avec le recul? Qu'est-ce que tu lui dirais? j'ai envie de dire une phrase que tout le monde me disait et que je détestais entendre. Tout le monde me disait: «Ça va aller». Ouais, Mais on sait pas si ça va aller. Mais là, je pourrais lui dire parce que ça a été. Donc voilà, mais je pense, mmh, si je réfléchis un peu plus, je pense que je lui dirais de croire en elle, quoi. Et c'est valable pour la maladie, mais c'est valable pour tout.
Parce que oui, la maladie, c'est le niveau médical et on maîtrise pas. On a beau avoir toute la force, le mental, toute la force mentale du monde, si les traitements fonctionnent pas, voilà. Mais je pense que ouais, je lui dirais de croire en elle parce que croire en moi, ça m'a aidé quoi. Je me suis, c'était c'était mon, c'était moi contre la maladie, mais c'était aussi moi contre moi un peu. C'était un combat avec moi-même, avec mon image, avec mon corps, avec. Je me suis aussi réconciliée avec moi-même, même si j'étais pas en dispute, mais j'ai appris à me connaître encore plus et donc ouais, le fait de croire en soi, ouais, je pense que ouais, je lui dirais ça, de croire en elle. Est-ce que la maladie t'a apporté quelque chose de bien? Oui. Oui, bah, de toute façon, dans la vie, à chaque fois que tu as quelque chose qui t'arrive, que ce soit peu importe ce qui se passe, il y a toujours quelque chose à en tirer. Alors parfois, il y a un peu plus de bien que d'autres. Maintenant, avec le recul que j'ai, évidemment, ça m'a apporté plein de belles choses. J'en ai pas beaucoup parlé, j'en ai pas parlé, mais des rencontres aussi. Il y a des femmes qui vivaient la même chose que moi. Moi, j'ai une amie maintenant, Léa, on a vécu les mêmes choses au même moment, quoi. Je cherchais à tout prix une fille de mon âge qui avait un cancer du sein et j'ai trouvé dans des groupes Facebook et tout ça. Elle avait 1 an de moins que moi, elle vivait à Charleroi. On était proches en âge, proches en habitation. Ça m'a fait vraiment du bien de trouver quelqu'un qui vivait la même chose que moi, quoi. C'était devenu une obsession. Donc il y a des belles choses à en tirer humainement d'abord et pour tous les points que j'ai abordés. Maintenant, avec du recul, on s'en passerait quand même bien, quoi. Je me dis, ma vie, elle sera plus jamais pareille à cause de ça aussi. Grâce, mais aussi à cause, quoi. Donc, il faut savoir faire le tri et essayer de vivre avec ce traumatisme-là. Et ouais, j'en tire quand même pas mal de bonnes choses. Je vais juste te demander de m'écrire une petite question pour la prochaine. Comme ça, on lui transmettra. Ok. Tu ne sais pas qui sera la prochaine, mais Bah oui, c'est ça. au moins elle aura ta question. Et quoi, une question par rapport... Ce qui te passe par la tête. Ou ça une question, ou c'est une idée, ou... Ok, j'ai une question là qui me vient en tête. Ah bah ça va, on garde ça pour la prochaine. Merci beaucoup Camille, c'était une interview très riche en tous les cas. Ça m'a apporté beaucoup et ça m'a touché beaucoup. Merci à toi en tout cas de m'avoir reçu. Avec grand plaisir.